Bonjour, je suis le docteur Bertrand Ménessier, je suis praticien hospitalier, pneumologue et oncologue au CHU de Strasbourg. Alors, un cancer des poumons est une transformation de certaines cellules qui tapissent la muqueuse bronchique ou pulmonaire en cellules cancéreuses, c'est-à-dire une cellule qui a perdu son potentiel à mourir spontanément et qui a une tendance à proliférer et à se détacher des cellules de voisinage pour aller donner des métastases. Le cancer bronchique donne volontiers des métastases, c'est-à-dire que certaines cellules parviennent à se détacher de l'environnement tumoral initial, partir dans la circulation sanguine et s'installer dans d'autres organes pour reproduire le même type de cancer à partir des cellules du poumon, mais dans d'autres organes. Et l'on sait par exemple que le foie, les os, les glandes surrénales et le cerveau sont des organes qui sont très souvent malheureusement concernés par ces sites métastatiques, ce qui explique que dans le bilan d'extension initiale du cancer, eh bien, on effectue des bilans d'imagerie à ces différents niveaux. Et les facteurs de risque sont liés à l'organe même, qui est un formidable organe d'échange qui permet aux poumons habituellement de prendre l'oxygène et d'éliminer le gaz carbonique, mais en contrepartie d'inhaler une grande quantité de substances potentiellement toxiques. Et donc, on connaît très bien le rôle du tabac et des carcinogènes du tabac, mais il y a également des facteurs de risque d'ordre professionnel avec, on le sait, l'amiante ou d'autres expositions à caractère professionnel, et puis un certain nombre de polluants environnementaux, comme par exemple le radon, qui est un gaz radioactif qui est exposé naturellement au niveau tellurique et qui peut être un facteur de risque pour des patients non fumeurs. En termes d'épidémiologie, on a assisté à une explosion des cas de cancer bronchique au cours du siècle dernier, et la situation semble se stabiliser de façon globale depuis le début des années 2000, mais on constate un plafonnement, voire une diminution chez les hommes, qui sont progressivement remplacés par les femmes, qui arrivent de plus en plus fréquemment avec des diagnostics de cancer bronchique, ce qui s'explique vraisemblablement par un début du tabagisme qui a été un petit peu décalé entre les hommes et les femmes, alors que les hommes commencent à sevrer de plus en plus leur tabagisme, eh bien, le tabagisme des femmes continue à faire beaucoup de dégâts. Les symptômes liés au cancer bronchique sont dominés par les signes locaux, avec en premier lieu la toux et la difficulté chez un patient qui tousse de façon fréquente à cause du tabagisme, par exemple, eh bien, est de faire la différence entre la toux habituelle et des caractéristiques qui auraient changé du fait du cancer. D'autres signes locaux peuvent être rapportés par les patients, avec notamment des crachats de sang qu'on appelle des hémoptysies, ou une majoration de l'essoufflement qu'on appelle la dyspnée. Et puis bien sûr, en fonction des sites métastatiques qui sont concernés, eh bien, il peut y avoir des symptômes plutôt neurologiques si les métastases sont cérébrales. Il peut y avoir des douleurs, notamment au niveau du rachis, de la colonne vertébrale, si les métastases concernent les os. Et tout ceci s'inscrit dans un contexte d'altération de l'état général, avec volontiers une fatigue plus importante qui impose des périodes de repos dans la journée, une perte d'appétit et très souvent une perte de poids avant le diagnostic. La découverte du cancer bronchique se fait de trois façons habituelles, soit de façon fortuite, à l'occasion par exemple d'une radiographie ou d'un scanner qui sont effectués pour toute autre raison, comme un bilan préopératoire ou à l'occasion d'une chute par exemple, soit à l'occasion d'un programme de dépistage qui est en train de se mettre progressivement en place à l'échelle du pays pour des patients fortement exposés au tabagisme, mais le plus souvent, c'est à l'occasion de symptômes soit locaux, soit liés aux métastases que le cancer est diagnostiqué. Alors, on distingue deux grands types de cancers bronchiques. Le cancer à petites cellules, qui est minoritaire, qui représente 15 à 20% des cancers, mais qui a donné son nom par défaut à l'ensemble des autres cancers bronchiques qu'on regroupe sous l'appellation cancer non à petites cellules.
Au sein des cancers non à petites cellules, on va mélanger les adénocarcinomes, les carcinomes épidermoïdes et les indifférenciés, c'est-à-dire des cancers dont on va déterminer les caractéristiques à partir d'une biopsie, ce qui souligne l'importance d'aller faire un prélèvement pour faire la distinction entre ces deux grands types de cancers, parce que la présentation clinique, mais également la prise en charge thérapeutique va être très différente. Le cancer à petites cellules est volontiers très agressif et prolifère très rapidement. C'est très souvent une urgence thérapeutique qu'il va falloir prendre en charge, alors que le cancer non à petites cellules est plus volontiers indolent et permet d'avoir un petit peu de temps pour faire le bilan avant la prise en charge thérapeutique. Les signes cliniques sont globalement comparables qu'il s'agisse d'un cancer à petites cellules ou un non à petites cellules. Simplement, la rapidité d'installation et la profondeur de l'altération de l'état général, de la fatigue, de la perte de poids est très souvent plus prononcée dans le cancer à petites cellules que dans le cancer non à petites cellules, de par son agressivité particulière. Les mutations que l'on retrouve dans les cancers bronchiques non à petites cellules sont des anomalies qui concernent l'ADN tumoral et qui expliquent l'apparition du cancer, notamment chez les patients non fumeurs. Et l'expression de ces anomalies d'ADN, qui vont donc se transformer en des protéines anormales, explique que la cellule est dépendante de cette anomalie et va proliférer sans avoir la capacité à mourir spontanément et donc se transformer en cellule cancéreuse. Ces mutations constituent dans un grand nombre de cas des pistes thérapeutiques, puisqu'il existe des traitements très efficaces qui vont pouvoir aller inhiber cette voie de signalisation et donc bloquer la cellule dans son développement. Dans les CBNPC, les mutations les plus courantes sont de deux types. La plus fréquente, mais la plus difficile à traiter, est la mutation de KRAS, dont on ne sait bloquer qu'une partie de ces mutations, qui représente à peu près la moitié de ces mutations de KRAS. Viennent ensuite les mutations du récepteur à l'EGF, le GFR pour les anglo-saxons, qui sont de l'ordre de 9 à 10% dans les pays caucasiens, qui sont plus fréquentes dans les pays asiatiques. Et puis ensuite, des mutations un petit peu plus rares, mais très intéressantes sur le plan thérapeutique, qui sont les mutations de ALK, enfin, qui sont des réarrangements de ALK, des réarrangements de ROS1, et puis des mutations encore plus rares, les mutations de HER2, de RET, de MET et de NTRK. La recherche de ces mutations peut se faire par différents moyens, soit directement au niveau de l'ADN tumoral avec un séquençage, c'est-à-dire un examen de l'ensemble du génome pour regarder d'éventuelles anomalies, soit au moment de la fabrication des protéines à partir de cet ADN, et c'est-à-dire là, cette fois-ci, l'expression de cette anomalie, savoir si elle se traduit vraiment en une protéine anormale ou non, avec des tests beaucoup plus simples. Quelle que soit la technique utilisée, ces différentes évaluations de ces anomalies moléculaires expliquent qu'il faut un certain nombre de jours et un certain délai entre le moment où la biopsie est réalisée et où le traitement est réellement proposé. Le développement des thérapeutiques pour ces anomalies moléculaires ciblables a été une vraie révolution, la première grande révolution dans l'oncologie thoracique, puisque, comme son nom l'indique, le traitement va aller concerner uniquement l'anomalie moléculaire et donc va bloquer exclusivement les cellules cancéreuses. Et donc, ce bénéfice en termes thérapeutiques a été à la fois une amélioration considérable de la survie, mais également une amélioration très intéressante de la qualité de vie en diminuant les toxicités qui étaient liées à la chimiothérapie, qui jusqu'à présent constituait le traitement de référence.